Tamakasi. Clint Capela, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Très heureux de te recevoir ici sur Ligablo. C'est ce média congolais pop culture. C'est un plaisir de pouvoir recevoir une star de la NBA que tu es. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous de m'avoir reçu. Et il y a un truc qui est essentiel avec toi, c'est qu'en fait tu parles très bien anglais et très bien français. Et tu fais 2,10 m. C'est quand même grand, hein, Clint, c'est quand même grand. Ça dépend à côté de qui je me mets. Là, je me considère grand. Oui. Mais justement, Clint, en fait, 2,10 m, je me plonge directement dans ton histoire. C'est que très jeune, tu joues d'abord au football, qui est le sport roi. Ensuite, il y a ce switch où tu switches vers le basket. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Exactement, donc j'ai toujours été très grand. Bien sûr, je ne faisais pas 2,10 m à 10 ans, mais ouais. j'étais déjà dans les 1,85 m, Wow. 1,90 m aux alentours de 13 ans. Ensuite, je voyais que ça devenait compliqué le foot de trouver par exemple des chaussures à ma taille de foot. Parce qu'à l'époque, on allait directement dans les magasins. Et c'était impossible pour moi. Donc c'est là où j'ai considéré que basket, ça pouvait être une bonne option aussi. Est-ce que c'était le conseil d'un membre de famille ou tu avais, on va dire comme on dit en anglais, un role model sur lequel tu t'inspirais, tu t'es dit, ah tiens, je vais quand même essayer le basket et je vais être comme cette personne? Donc j'avais mon frère qui jouait déjà, mon grand frère, donc il jouait tous les week-ends, j'allais regarder des matchs. Et lorsque j'étais allé avec lui et ma mère acheter ma paire de chaussures pour le foot, il a vu que j'étais vraiment triste, que j'allais pas pouvoir continuer le foot et il m'a proposé d'essayer le basket. C'est ce que j'ai fait. Bon, le rêve au niveau du football est brisé, ça fait mal, mais le meilleur était à venir avec le basket. Hein. Voilà, donc je me disais que pourquoi pas essayer le basket, on verra bien où ça me mènera. Exact. Donc en 2019, on va dire que c'est lorsque la vraie histoire commence, où tu traverses les frontières, tu arrives en France, où tu joues pour Élan Chalon. Raconte-moi un peu l'histoire, comment ça se passe, tu arrives Non, donc j'arrive à l'Élan Chalon, premier jour, on fait du cardio, je suis le seul qui n'arrive pas à tenir. Aïe, aïe. On devait faire 12 tours, à 6 je tombe. Je me rappelle encore que le coach il crie « t'arrêtes pas !» Je pouvais pas, donc je pensais vraiment que ça allait être dur. C'était quand même un temps d'ajustement au début, c'était un peu dur, donc les débuts n'étaient pas faciles. Début pas facile, mais en 2014, on va dire que c'est là que l'apogée, on commence à monter sur cette vague. Tu es MVP du mois de février, meilleur jeune, meilleur dunker, meilleure progression. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi le secret? Ouais, donc ça allait très vite, les saisons 2013-2014, lorsque je commence vraiment avec les pros. Un changement de coach. Donc il y a eu un changement de coach. Et ce coach-là, Jean-Denis Choulet, a décidé de me faire jouer. Tout à fait. Et a vu qu'on commençait à gagner des matchs lorsque je jouais en tant que titulaire. Donc c'est là où j'ai vraiment pu m'épanouir à 19 ans dans ce championnat de Pro A. Donc, j'ai permis mon équipe à aller en playoff aussi. Félicitations. Hein. Merci. Alors, le 27 juin 2014, on se rappelle tous ce clip où, avec cette voix, on cite que les Rockets de Houston pick on the 25th position, Clint Capela. Et tout le monde crie dans la salle. With the 25th pick in the 2014 NBA Draft, the Houston Rockets select Clint Capela from Geneva, Switzerland. He last played for Chalon in France. Rappelle-moi, ça te rappelle quoi, cette sensation-là? C'est un rêve qui est enfin devenu réalité. Je me dis enfin officiellement je suis rentré dans la NBA. Un rêve depuis que j'ai commencé le basket, donc 6 ans après que j'ai commencé le basket, tout est allé tellement vite et je me dis que c'est vraiment incroyable que à ce moment-là je suis officiellement un joueur dans la NBA et je serai toujours dans l'histoire de cette ligue. Exact. Tu as joué pour Élan Chalon qui est en France. Tu es drafté chez les Houston Rockets et ton premier match, c'est en fait contre les San Antonio Spurs. Je me dis que tu regardais peut-être à la télé quand tu étais en France. Oui, bien sûr. Et finalement, tu es devant Tim Duncan, Tony Parker, et ce qui va avec.
Tu te dis quoi là? Non, ça, franchement, je jouais beaucoup à NBA 2K. Ouais. Et j'avais vraiment l'impression que je courais sur le parquet de NBA 2K dans les video games. Donc c'était difficile de mettre de côté tout ça lorsque j'étais sur le terrain. Beaucoup de pression, la première pression. Donc tout à fait. je garderai toujours ce souvenir d'avoir joué pour la première fois contre Tony Parker et Tim Duncan. Donc c'était incroyable. Ouais. Incroyable. Je me dis peut-être que tu te dis, oh, ils sont vraiment grands dans la vraie vie, mais enfin, je suis contre eux maintenant là. Ouais, il est un grand joueur, mais j'étais plus grand en taille quand même. Ouais. Bien sûr. Mais dans la foulée, après ce match, quelques temps après, tu es envoyé chez les Vipers au Texas. Est-ce que tu as eu un moment de crainte où tu te dis, ah, bon, je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça? Donc à cette époque-là, je revenais encore de blessure. Oui. Donc il n'y avait pas eu de match quand j'étais blessé. Mais voilà, c'était 3 mois où je revenais en forme. Donc je me disais bien que pour trouver du temps de jeu et commencer à faire parler de moi aux États-Unis, j'avais besoin d'un vrai temps de jeu. Tout à fait. Donc quand l'équipe m'a proposé d'aller aux Vipers, c'est vrai que voilà, on n'est jamais content d'être envoyé dans l'antichambre de la NBA. Mais voilà, c'était vraiment une opportunité pour moi de vraiment montrer mon profil et de enfin dominer et m'épanouir. Ouais. Tu as dominé, tu t'es épanoui, tu t'es imposé. Oui. Ensuite, il y a le retour chez les Rockets, 2015-2016. Yes. 2015-2016 où, justement pour cette saison, allez, tu t'adaptes, tu es remplaçant, si ma mémoire ne me trahit pas, de Dwight Howard. Comment tu juges ton adaptation? Franchement, c'était bien. Donc, parce que moi, ma première année, à la fin de l'année, je suis revenu avec l'équipe. D'accord. Et donc c'était 2014-2015. 2015, tout à fait. Et on est allé en finale de conférence. Exactement. Et j'étais le backup durant les playoffs. Donc après, durant l'été, je m'étais préparé à être encore le backup de Dwight Howard pour la saison d'après. Tu dis quelque chose d'important où enfin tu arrives, c'est la finale des conférences face aux Golden State Warriors. Incroyable. Comment tu vis ça? C'est vraiment incroyable parce que je me dis, l'année dernière, j'étais en France, à Chalon. Et maintenant, je suis là, Prime Time, ESPN, ABC, toutes les chaînes. Et je me rappelle, je défendais sur Stephen Curry. Et voilà, j'étais vraiment vu tête et tête, même si voilà, il a fait un gros désordre. Match. Mais non, c'est juste vraiment l'ascension de, comme tout est allé vraiment vite depuis que j'ai commencé le basket. Et je me dis, 7 ans plus tard, je suis face à lui. Tout à fait. Et c'est juste exceptionnel. Je ne sais même pas comment expliquer à la vitesse à laquelle tout s'est passé. Je devais gérer quand même la pression, les personnes autour de moi de ne pas trop s'exciter pour me garder concentré bien sûr, aussi. bien sûr. Et voilà les fruits du travail. Dans cette équipe des Houston Rockets, pendant cette période-là, il y a un homme qu'on appelle The Beard Man, un peu comme moi là, avec beaucoup de barbe, c'est James Harden. Et il s'avère que tu as su développer une relation on and off court avec lui. Tu nous expliques un peu cette relation? Oui, donc vraiment on court depuis ma première année, c'était vraiment très facile. Il me trouvait très facilement. Je sais que j'avais toujours une grosse capacité à aider en défense. Du coup, vraiment être capable d'attraper les lobes avec lui et défensivement être capable de switcher sur des petits ou être capable de contrer au cercle. Je savais que ma valeur ne faisait que monter. Donc c'était important pour moi et il m'a vraiment aidé à m'adapter sur le terrain, à m'expliquer les choses, à me dire quoi faire vraiment pour qu'il soit à l'aise. Donc j'ai essayé de faire le mieux que j'ai pu. Ensuite, off the court, voilà, il m'a vraiment pris sous son aile. Voilà, on a voyagé ensemble, que ce soit en Chine, en Espagne ou des trucs comme ça. Donc, et voilà, il m'a vraiment fait découvrir. C'était des très bons moments. Alors en 2017, l'équipe est décidée de constituer un bloc solide. Arrive CP3, Chris Paul. Comment est-ce que son arrivée et son intégration a impacté positivement ton jeu? Incroyable. Déjà, la façon dont il est de beaucoup parler, de vraiment ramener cette équipe ensemble en parlant beaucoup, en communiquant. Je pense que c'est quelque chose qu'on en avait beaucoup besoin à l'époque. Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient. C'était encore dur pour James Harden de vraiment être vocal à cette époque-là. Donc CP a vraiment ramené cette maturité. Et vraiment en 2017-2018, cette saison vraiment nous a permis d'atteindre les 65 victoires et 17 défaites. Donc je crois que voilà, quand moi, Chris et James ont joué, il
55 victoires et 4 défaites, un truc comme ça. Donc, franchement, c'était solide. Ouais, c'était très, très solide. C'était pas le meilleur souvenir. C'était solide et ça faisait peur en face. Et justement, vous atteignez encore cette finale de conférence face encore à votre bourreau, les Golden State Warriors. Mais cette fois-ci, en fait, vous perdez certes la série, on va dire de 4-3, mais il y a un petit truc qui manquait. Mais moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui a manqué finalement. Bon, ce qui est difficile, c'est qu'on était up 3-2. Exactement. Donc le match 6, Chris Paul se blesse. Exact. Et on est Warriors, donc ils reviennent 3-3. Exact. Et le game 7 à la maison, on gagne de 13 points à la mi-temps. Donc on était vraiment excités, etc. Et voilà, la deuxième mi-temps, on n'a pas pu mettre de 3 points. C'était vraiment compliqué. Cette équipe de Warriors, ils sont tellement puissants offensivement que si tu ne peux pas marquer, ils vont marquer. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Et voilà, c'était dur à avaler, mais il fallait avancer. Ensuite, en 2020, il y a le trade. Mais avant le trade, j'aimerais savoir, c'est quoi le meilleur souvenir que tu gardes de ton passage chez les Rockets? Alors vraiment, le fait qu'on cette 65 victoires, saison, aller en finale de conférence, vraiment ressentir l'amour de toute la ville. Tout à fait. Même durant toutes mes années, même aujourd'hui, quand je vais là-bas, je ressens toujours l'amour des fans. Et il sera toujours spécial parce que c'est ma première ville. J'ai l'impression que c'est la ville où j'ai vraiment appris la culture américaine. C'est la ville où j'ai vraiment épanoui mon anglais. Et c'est la ville où j'ai reçu le premier amour, le vrai amour de fans de basket. Donc voilà, tout ça réuni, ça crée l'histoire, ça crée les sentiments incroyables. Excellent. Donc comme je disais, tu arrives à Atlanta en 2020 avec le trade et tu es le Congolais le mieux payé de la NBA avec un contrat de plus de 138 millions. Et important aussi de souligner que tu fais partie de la catégorie des 10 pivots les mieux payés en NBA. Comment tu vis cela? C'est pas trop de pression, trop de stress sur toi? Donc après, c'est quelque chose qu'il faut savoir honorer. Oui. Donc voilà, durant mes années à Houston, je me suis créé vraiment un nom en gagnant beaucoup de matchs, en allant en play-off pendant 5 années d'affilée, en faisant des très bons résultats, en faisant des performances. Donc je pense que ça a été le fruit de mon travail. J'ai dû prouver. Voilà, ils ne m'ont pas fait de cadeau quand je suis arrivé ma première année, ils m'ont envoyé direct chez les Vipers. Donc j'ai dû vraiment travailler étape par étape pour arriver à ce chiffre-là. Donc non, pas de pression, c'est juste une continuité des choses pour moi. Alors, off-court à Atlanta, on va dire c'est quoi ton hobby préféré? Est-ce que c'est peut-être jouer au football, le tennis, visiter les restaurants? Qu'est-ce que tu aimes faire à Atlanta? J'aime plutôt aller dans les restaurants, parfois aller dans le parc. Voilà, petite balade. Donc voilà, j'essaie de garder tout simple, quoi. Rien d'extra. Il y a une question que je voulais te poser depuis, j'ai toujours voulu te poser, c'est que, comme on dit en anglais, you go by the nickname of the Swiss Bank. Donc c'est ça ton surnom, le Swiss Bank. C'est quoi l'histoire derrière ça? Non, c'est mon coach à Houston, John Lucas. Voilà, qui m'a vraiment beaucoup aidé durant de ma deuxième jusqu'à ma 5e année à Houston. Tout à fait. Voilà, ils ont commencé à m'appeler comme ça lorsque j'ai signé mon contrat en 2018. Ah ok, ça s'explique. Voilà, donc voilà, depuis ce jour, ils ont commencé à m'appeler comme ça. Chez les Hawks d'Atlanta, tu es considéré comme un super-héros. Tes coéquipiers disent que tu es quelqu'un de très facile avec qui vivre. Et justement, il y a cette connexion avec Trae Young. Comment tu la vis? Non, très bien. Franchement, ça a été très rapide le déclic. Voilà, surtout un jeune comme lui, très talentueux, etc. Ça a vraiment, voilà, on a vu l'année dernière. C'était vraiment notre première année ensemble et on a réussi à atteindre les demi-finales, les finales de conférence encore. Donc, on voit que voilà, il y a du potentiel très sérieux dans le travail qu'on fait. Alors justement, on va quitter les États-Unis pour venir en République démocratique du Congo ici, où tu reviens chez toi te ressourcer. Mais on va parler aussi de ta fondation. Comment s'appelle ta fondation déjà? Capella Foundation. Capella Foundation. Alors, d'où t'est venue cette idée, ce désir, ce souhait de pouvoir mettre en place une fondation? Non, mais voilà, donc au bout d'un moment dans ma carrière, quand j'ai atteint ce niveau de sérénité au niveau de mon nom et financier, je me suis dit que voilà, le next step, c'est aussi d'aider son prochain et d'aider les personnes qui étaient à ma position lorsque j'étais gamin et de leur donner de l'espoir. Donc, en l'occurrence,
les mères célibataires ou les Bien parents sûr, célibataires bien sûr. avec un salaire très bas, Tout à fait. ou les orphelins avec qui j'ai grandi. Donc, quelques-uns avec qui j'ai grandi. Donc, lorsque je me suis mis dans cette position-là, j'ai pris cette décision de le faire. Et voilà, j'essaie aussi de grandir avec cette idée-là. Ouais. Et aussi me dire que le basket n'est pas tout dans la vie. Tout à fait. Justement, est-ce que on peut s'attendre à des actions de la Fondation ici en République démocratique du Congo dans l'avenir? Oui, voilà. Donc, quand on crée une fondation, on a des projets, on espère faire des choses. Oui. Donc voilà, c'est ce que j'ai vraiment des projets, j'ai vraiment envie de faire des choses ici. Tout à fait. Donc c'est ma raison pour laquelle je suis ici aussi, de voir comment on peut faire avancer les choses avec moi et mon frère, Tout à fait. qui est là aussi plus souvent que moi, vu que voilà, en l'occurrence je suis beaucoup en saison, etc. Oui. Et lui vient ici pour aussi faire avancer les choses. D'ailleurs, c'est vraiment lui qui fait cette grosse partie du job, qui m'aide beaucoup, qui m'épaule là-dessus. Et on espère vraiment pouvoir faire avancer les choses. Tu sais, généralement on dit derrière un grand homme se cache une grande femme, mais pour les athlètes, généralement c'est l'entourage. Donc comme tu dis, ton frère, aujourd'hui on peut voir le résultat du grand joueur, mais aussi du grand monsieur que tu es à la NBA. Dans une de tes interviews, tu dis, lorsque tu avais entre 6 et 13 ans, ton rêve c'était, allez justement, si on te posait la question c'est quoi ton rêve, c'était simplement d'être avec ta mère, aller à la maison avec maman et ce qui va avec. J'aimerais en fait savoir quel est le rôle que ta mère a joué dans ta vie. Elle a vraiment joué le rôle de la mère, du père. Voilà, je savais qu'aujourd'hui, surtout avec le recul, qu'elle a dû éduquer toute seule moi et tous mes frères. Tout à fait. Nous garder en dehors des problèmes. J'ai beaucoup d'admiration pour ça. Oui. Tu sais que, en l'occurrence, moi, je sais que voilà, où je suis aujourd'hui, elle y est pour quelque chose. Exactement. Elle a fait toutes les décisions. Exactement. Je sais qu'elle a beaucoup prié, elle a beaucoup cru en Dieu jusqu'à ce jour, elle prie. Donc, je sais que, voilà, elle a fait le travail. Et aujourd'hui, c'est un rêve devenu réalité. Tout à fait. Je suis content de la voir heureuse. Oui. C'est vraiment une personne différente de quand j'étais petit et qui avait beaucoup plus de soucis. Et ça fait plaisir de ressentir tout ça. Tu sais, c'est une fierté pour les Congolais de savoir que, comme on dit, Tozana mwana mboka, azo bunde la biso na NBA. Mais bana mboka bazota la biso, est-ce que koko ça va moi eloko mo na lingala justement? Non, beauté, hein, beauté malamu. Tozo beta makasi na NBA. Tozo Clint Capela, tozo pesa beauté à tous les jeunes. Yes. Tozo beta makasi, oui. On ne va pas s'arrêter. Et puis, il y a un truc que tu aimes bien dire, certes, ce n'est pas en lingala, mais en français, que les Kinois disent bien, c'est toujours. Toujours. Justement, Clint, pour terminer, il y a quelque chose d'important que tu dis, c'est grind now, shine later. Donc, travaille maintenant et brille plus tard. Dis-moi, ça vient d'où et ça te fait quoi? Voilà, lorsque j'étais en France, il y avait un joueur américain qui était venu. Oui. Et voilà, il avait toujours cette mentalité-là en fait. Et voilà, depuis ce jour-là, c'est vraiment cette mentalité qui me permet de, même si voilà, je joue bien aujourd'hui ou je suis bien là, je vais toujours continuer à travailler en fait. C'est ce qui me continue à travailler. Que peu importe que je sois dans une bonne situation ou voilà, que je joue bien ou pas, je vais toujours me lever le prochain jour et essayer d'être meilleur, m'améliorer tous les étés. Peu importe si je suis ici au Congo ou en Grèce, j'ai toujours cette mindset de travailler. Donc je fais toujours mon travail pour vraiment toujours avancer et de me dire que voilà, ça ne peut être que mieux. Ouais. Justement, tu as été en feu durant la saison qui vient de se terminer. Je me rappelle, il y a un de tes matchs où tu fais un bloc gigantesque et tu brandis ton doigt, tu fais le signe de Dikembe Mutombo, Not in my house. C'est un role model et tu es fier de pouvoir jouer aussi à Conta. Bien sûr, c'est un role modèle congolais, il vient d'ici. On a les mêmes gènes, le même sang coule dans nos veines, le sang congolais. Donc voilà, je devais faire la dédicace à Dikembe. Donc toujours. Clint, écoute, c'était un plaisir de pouvoir te recevoir ici chez nous en RDC sur Liga Blue. C'est ce média pop culture. On est en train de bouger un peu les choses et on s'affirme de plus en plus localement, mais aussi au niveau de l'international.
Et t'avoir, toi, c'est quelque chose qui nous rend fiers. Merci beaucoup d'avoir accepté. Merci beaucoup. Bonne saison à toi pour la saison qui arrive et continue à nous rendre fiers. Merci. Si tu peux juste nous faire un petit clin d'œil avec la caméra, avec un L, pour signifier les Gablo, on va beaucoup apprécier. C'était Clint Capela ce soir avec les Gablo. Congo en avance.